Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Un anniversaire pour commencer, les 30 ans de Kid Paddle. On en parlera avec Midam, le papa de Kid Paddle, qui est aussi le papa de la série dérivée Game Over. 30 ans, ça fait 3 x 10, ça fera donc 3 livres autour de Kid Paddle et de Midam. Et vous allez voir, ça va vous emmener dans des directions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé lorsque vous avez entendu le nom de Kid Paddle. On ira au Théâtre du Rideau de Bruxelles avec Elias Metioui, metteur en scène, un spectacle qui s'appelle Hofstad et qui parle des adolescents, de leur désir de changer le monde. On évoquera ensuite le chaos d'une éruption volcanique avec une exposition bientôt à voir au Centre culturel Bruegel. On en parlera avec Caroline Kampeners et puis notre micro ouvert, ce sera avec Tatiana Jerkens. C'est Connaissez-vous et nous sommes partis. Bonjour Midam. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez en entrant sur un plateau de télévision? Un peu de surprise. Je pense que je vais prendre la petite alcôve ici parce que je vois mes bouquins. Eh ben alors allez en face près de vos bouquins si vous voulez vous asseoir. Ah, ici ça sera mieux? Oui, ce sera mieux, ce sera je vais plus logique. Alors. Ouais. Midam, c'est un pseudonyme. Votre vraie identité, c'est Michel Ledan. Comment est-ce que vous êtes devenu Midam? C'est la contraction de Michel et Ledan. C'est-à-dire j'ai pris la moitié de l'un, Michel, et la moitié de l'autre, Ledan. Ouais. Mais j'ai écrit Midan comme on écrit Adam. Mais les gens ont dit Midam en fait, donc c'est un peu raté. Ouais. Vous aimez bien l'exercice de la promo et de l'interview? Ah oui, je suis très fort, vous allez voir. Ouais. Quelle est la question piège à laquelle vous aimeriez échapper? Est-ce que ça rapporte? Vous avez gagné combien jusqu'ici? Bon, on n'a pas besoin. C'est des questions un peu difficiles. Ouais, on n'a pas besoin vraiment de chiffres, mais on sait que ça marche plutôt pas mal. Vous êtes le papa de Kid Paddle et de Game Over pour deux de vos activités principales, en tout cas. Mais vous n'avez pas eu le succès tout de suite. On peut dire ça. Ça a été quand même assez vite. Hein. Le premier album est sorti en 1996 et il s'est quand même plus ou moins bien vendu. Il était dans la bonne moyenne et puis après, ça n'a fait que monter. Oui, mais avant Kid Paddle, il y a eu un Midam avant Kid Paddle. Oui, mais c'était... J'ai rodé mon trait pendant 1 an, je pense. Et c'était du bouche-trou, quoi. Je travaillais pour des magazines à gauche, à droite. Illustration d'articles, surtout. Un peu de politique, mais un tout petit peu. C'était pas... Oui, là, c'était vraiment dur. Et d'ailleurs, j'avais pas assez de sous pour me faire indépendant. Parce qu'à l'époque, en Belgique, il n'y avait pas le statut d'artiste. Donc il fallait soit être au chômage, soit être indépendant, mais il n'y avait pas un entre-deux. Ouais. Et donc, et puis la première année, c'était compliqué. Ouais. Et puis ça a changé après. Évidemment, vous entrez au journal de Spirou, on commence par vous donner, c'était quoi, une demi-page au début, puis une page entière, et puis il y a l'album, et puis là, ça décolle. Oui, c'est ça. Une fois qu'on m'a confié la rubrique de jeux vidéo, c'est moi qui ai décidé d'en faire une bande dessinée, parce que je voulais absolument faire de la BD. Et je ne pensais pas du tout que ça allait faire un carton. En plus, oui, quand j'ai commencé, c'était des toutes petites planches, parce qu'on n'avait pas la place. Donc, il y avait la page, il y avait une petite planche comme ça que je dessinais, et tout autour, il y avait la rubrique jeux vidéo. Et puis, quelques mois après, quand même 5-6 mois après, la page s'est agrandie, on l'a mise à côté avec la rubrique de jeux vidéo sur une page indépendante. Et là, ça a vraiment commencé à fonctionner. Mais à l'époque, c'était surtout les courriers des lecteurs. On voyait, il n'y avait pas de réseau, hein, il n'y avait pas de... Facebook et tout ça n'existait pas. Donc c'était vraiment uniquement... le rédacteur en chef voyait des gens qui écrivaient, qui trouvaient ça, qui plébiscitaient
Kid Paddle ou qui demandaient des dédicaces. Alors on s'est dit, ça marche. Voilà, c'est ça. Et donc, 1 an ou 2 après, le rédacteur en chef m'a présenté le directeur éditorial des éditions Dupuis, qui a dit, voilà, on veut faire un recueil de tes gags, ça sera ton premier album. Voilà. Et puis après, tout s'est enchaîné naturellement. Voilà. On est 30 ans après, même 31 ans ou Oui. 32 ans après maintenant. Vous êtes bruxellois, toujours bruxellois, mesdames? Pour ainsi dire, j'habite à Kruinem, qui est une commune qui touche Bruxelles. Donc, j'ai vécu à Schaerbeek, puis à Woluwe-Saint-Lambert. Donc, je connais très bien Bruxelles. Ouais. Et donc, vous êtes né à Etterbeek et vous avez fait aussi vos études à Bruxelles. On va prendre les albums, si vous voulez bien. On va prendre le premier sur la pile à votre gauche. Et est-ce que... Parce qu'il y en a 3 à présenter Oui. aujourd'hui. C'est magnifique. Alors, c'est quoi le premier? Alors, ça, c'est la signature, mesdames, aussi. Les couvertures, chez vous, il faut qu'il y ait du relief. Oui, parce que j'ai toujours eu un petit peu peur du numérique. Je me suis dit qu'il y avait des probabilités pour que mon travail devienne numérique, parce que l'éditeur aura décidé que c'est plus facile pour lui ou que le marché simplement le demande. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de qualité sur l'objet pour qu'un enfant, par exemple, puisse avoir envie de le garder, de dormir avec, de le toucher. Et ici, c'était un dinosaure, et j'avais vu une couverture d'un bouquin sur les dinosaures, et ils avaient fait les carapaces comme ça. Et donc j'ai demandé quelle était la possibilité technique pour qu'on puisse faire la même chose, sans devoir passer par la Chine, parce que bon, ces produits-là, en général, sont faits en Chine. Et on a trouvé en Belgique quelqu'un qui savait faire ça. Et donc, et le résultat est au-delà de ce que j'espérais. Il y a vraiment un très bel effet de relief sur la carapace. Bon, après tout, ça reste un best-of. Hein. Donc, là-dedans, vous trouverez une quarantaine de gags sur les 30 ans de Kid Paddle. Et le point commun, c'est que ça se passe dans la salle de jeu, dans le City Game où Kid Paddle a l'habitude de jouer. Ouais. Je reviens sur cette couverture soignée avec ce relief. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très attentif aux détails? Première question. Et est-ce que c'est important pour vous de tout contrôler dans vos productions, y compris la finition, y compris la manière dont le produit va être présenté aux clients? Est-ce que Midam, c'est l'homme qui doit tout contrôler de la planche à dessin jusqu'à l'arrivée dans la main de l'acheteur? Oui, je me donne ce luxe aujourd'hui parce que en fait, le travail de bande dessinée, de dessinateur de bande dessinée est extrêmement chronophage. Et si je veux aujourd'hui faire un album entièrement, je dois travailler 8, 9, 10 heures par jour, samedi, dimanche compris. Je travaille très lentement. Les idées arrivent lentement. Je ne suis pas un grand dessinateur dans l'âme. Donc je dois me concentrer pour dessiner. Mais ça, c'est parce que vous voulez en faire un par an aussi. Oui, en réalité, j'en fais 2. Je fais un Kid Paddle et un Game Over. Mais maintenant, je suis plus chef d'orchestre. Et je peux justement donner mon énergie sur le merchandising, mais aussi tout le côté marketing. Et donc, oui, aujourd'hui, je regarde le détail de l'objet et je délègue en partie le contenu pour pouvoir... En fait, c'est comme un cycliste. Vous savez, le cycliste, il a la tête dans le guidon. Mais moi, depuis maintenant plusieurs années, je me suis mis en danseuse et j'ai levé la tête et je regarde l'horizon pour voir où je vais. Et donc, c'est pour ça que je dessine moins de la bande dessinée pure et dure, et je me suis donné le luxe de pouvoir me donner d'autres directions
Par exemple, j'ai eu beaucoup de plaisir l'année passée à faire l'emballage d'un roquefort à l'ail. Parce qu'il y a un maître fromager français qui qui adorait un gag de Kid Paddle où on parlait d'un roquefort à l'ail. Et donc, c'est Horace qui tient le gag et il voulait absolument, sur le packaging, avoir Kid Horace. Paddle. Voilà. Petite précision, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne travaillez plus tout seul, il y a des scénaristes, des dessinateurs qui vous donnent un coup de main? Oui, depuis peu sur Kid Paddle, on fait du brainstorming en réalité. C'est assez rare qu'on me donne un gag que je prends tel quel. On travaille en équipe. C'est aussi une excellente émulation. Et moi, j'ai aucun problème de travailler avec d'autres personnes. C'est pas nécessairement moi qui dois créer le gag. Le plus important, c'est que le public trouve ça toujours drôle. Et donc, pour le public, je veux le meilleur. Et le meilleur, c'est pas toujours du midam. Il faut dire les choses. Je pense qu'il n'y a aucun artiste qui peut se targuer d'avoir duré 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans dans le même domaine sans tourner en rond un moment. Et je pense qu'il faut avoir la force, parfois, en tout cas moi c'est ce que je fais, d'aller trouver une nouvelle force auprès de personnes qui sont encore malléables d'un côté. Donc, moi, j'essaye de former des assistants, tant au niveau du dessin qu'au niveau du scénario, pour de mon vivant avoir déjà un début de relève et que ce personnage vive sa vie. Donc ce ne sera pas comme Tintin, il y aura un Kid Paddle une fois que vous aurez quitté l'aventure. Oui, absolument. On va voir quelques planches quand même de ce best-of que vous aviez en main à l'instant. Je voudrais qu'on parle du dessin, justement. Est-ce qu'en 30 ans, il a beaucoup évolué? Est-ce que vous en rendez compte ou pas? Je m'en suis rendu compte au tout début. Je dessinais pas depuis très très longtemps. Avant, je faisais pas de la bande dessinée, je faisais plus de l'illustration. Donc, quand j'ai commencé la BD, c'était mes premières BD. Ce qui fait que les proportions ont pas mal changé très rapidement, en un an ou deux. D'ailleurs, les proportions, vous voulez dire, par exemple, la tête était plus grosse au départ dans vos personnages, hein? Les premières planches, j'ai dû les redessiner 2 ans après, tellement elles étaient différentes. Et puis, la tête de Kid a enflé, le corps est devenu tout petit, les yeux, ce n'étaient plus que 2 petits points. Donc, tout ça, j'ai dû corriger. Maintenant, je pense qu'il est à sa vitesse de croisière au niveau proportion. Qui a choisi les planches de ce best-of? C'est vous tout seul? Oui. Bon, non, moi avec l'éditeur et mon assistante, c'est le deuxième best-of. Bon, c'est un moyen comme un autre de rentrer dans la série. Ouais. Donc on peut commencer par ça et découvrir l'univers de Kid Paddle. Alors c'est un sérieux anniversaire, 30 ans, et donc Dupuis, votre éditeur, vous a fait un beau petit cadeau parce qu'il y a ce best-of et puis il y a 2 autres livres qu'on peut trouver en librairie. Pour l'instant, à prendre le deuxième dans la pile, si vous voulez bien. Oui. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors celui-ci, c'est Midam, l'art du gag. Alors moi, quand j'ai commencé mon histoire chez Spirou, la personne avec laquelle j'ai le plus longtemps travaillé, c'est Thierry Tinlot, qui était rédacteur en chef pendant certainement une quinzaine d'années. Et on s'est revus il n'y a pas très longtemps, l'année passée. On s'était tout à fait perdu de vue et on a eu l'idée, en discutant, de faire un livre entretien qu'on a proposé à Dupuis et ils étaient enchantés. Donc ici, c'est assez technique, mais je parle de comment je crée, comment je fabrique les gags, quelles sont mes inspirations, d'où je viens, où j'essaye d'aller, quelles sont mes envies par rapport à l'international, ma position par rapport au merchandising,
Je parle du parc d'attractions aussi. Ouais, tout ce qu'on n'aura pas le temps de dire dans une émission de télé. Voilà. Donc, c'est pour les passionnés de dessin ou ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde? C'est pas pour les enfants, a priori, celui-là? Non, celui-là n'est pas pour les enfants. Je pense que c'est pour les personnes qui sont un peu curieuses de savoir comment fonctionne un artiste qui a essayé de faire sortir son personnage des cases de bande dessinée. Ouais. Je parlais des enfants. Est-ce que vous avez une idée claire de ce qui est le public de Kid Paddle et de Game Over aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs groupes de personnes, je pense. C'est difficile parce qu'il n'y a jamais vraiment beaucoup d'études. On n'a pas fait beaucoup de statistiques là-dessus. Et vous, quand vous créez, vous avez une idée précise de à qui je m'adresse, à qui je dois plaire, qui dois-je faire rire? Ah, mais ça, c'est très, très clair. Je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour les autres. La bande dessinée, ça doit me plaire à moi. Je suis la référence, je suis le juge-arbitre. Donc, je le fais d'abord pour moi. Mais j'ai une âme d'enfant. J'ai une âme aussi plus adulte, plus mathématique. J'ai aussi, mais j'ai encore ma mère. J'aimerais bien qu'elle comprenne quand même les gags que j'écris. Ce sera plus facile pour lui expliquer. Et donc, naturellement, j'essaye de plaire à différents publics. Il y a aussi des collègues. Ouais, c'est un spectre assez large quand même. C'est assez large. Vous parliez tout à l'heure de faire des petits détails. Moi, j'aime beaucoup faire des petits détails dans une case, uniquement pour inviter à la relecture et pour nourrir. J'ai toujours peur de ne pas en donner assez au lecteur. Donc parfois, quand j'estime que le gag est un peu plus faible qu'un autre, eh bien, je vais probablement compenser en alourdissant le dessin ou en ajoutant plus de détails. Alors, il y a un troisième ouvrage que je voudrais qu'on évoque également. Et là, on a quand même été assez surpris en le recevant, je ne vous cache pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? Ah oui, mais ça, c'est très particulier, ça, comme livre. Hein. Alors, ça, c'est un prof de maths qui est à la retraite, qui m'a écrit et qui m'a dit, voilà, je fais une thèse sur les mathématiques qu'on peut trouver dans vos séries Kid Paddle et Game Over. Et je vous envoie le premier chapitre, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, j'ai lu, je me suis dit, d'abord, c'est pas vraiment pour moi, parce que c'est quand même assez ardu, c'est compliqué, mais c'est vraiment très intéressant et c'est extrêmement précis. C'est pas que des maths, c'est même la philosophie des maths. On est dans un rapport méta-méta. C'est un produit très étonnant, mais c'est une lecture passionnante quand même. On va apprendre des choses sur la théorie des mathématiques, sur la philosophie qu'il y a derrière les mathématiques. Oui, c'est ça. Et probablement que c'est une coïncidence parce que moi, je suis très mathématique au niveau du dessin. Je travaille avec beaucoup de croquis que j'agrandis, que je réduis pour pouvoir les disposer dans des cases de manière le plus limpide qui soit, pour qu'il n'y ait aucun souci de lecture. Et en même temps, au niveau du scénario, j'ai toujours été attiré par des canevas de logique, des paradoxes, des choses mathématiques. Et peut-être qu'il faut trouver la raison de ça chez mon papa, qui était ingénieur civil, et il était très fier d'avoir fait Louvain. Il n'avait pas fait Louvain-la-Neuve, mais il avait fait Louvain-Leuven. Et à Leuven, il y avait encore le chanoine Lemaître. Et il a eu des cours avec le chanoine Lemaître, qui était un pote de Einstein, qui avait travaillé sur le Big Bang. Donc il y a peut-être
il y a peut-être de ça. Voilà, une hérédité qui refait surface. Voilà. Alors, en tout cas, ça fait 3 ouvrages tout à fait passionnants, dont 2 qui sont peut-être un petit peu inattendus, mais le livre d'entretien avec Thierry Tinlot pour découvrir les secrets de fabrication de Midam, et cet ouvrage vraiment très étonnant, mais qui va passionner. Je le signale, par exemple, pour tous les étudiants en mathématiques, c'est une lecture qui peut allier l'utile et l'agréable. Je glisse ça comme ça avant les examens, mais ça peut être utile. On va accueillir un deuxième invité, Midam, dans cette émission, si vous êtes d'accord. On va pouvoir lui offrir un livre, alors. Il pourra repartir avec les livres. À mon avis, il sera content. Vous allez faire connaissance avec Ilyas Metioui. Ilyas Metioui du Kid Paddle, du Game Over, vous en avez lu ? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Beaucoup ou pas ? Beaucoup, je dirais. J'en ai lu pas mal. Ça se lit vite aussi et il y en a beaucoup. Donc beaucoup, ça dépend. Il y en a tellement que. Les Kid Paddle non, mais là. Moi, c'est sorti, je pense que j'avais 8 ans la première fois. On dirait pas, mais je suis encore. Vous en avez publié combien au total, Midam ? Je suis en train de faire le 20e Kid Paddle. Le Game Over, c'est le 23e que je suis en train de faire là. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans Kid Paddle, Ilyas ? Déjà, le rire de mon neveu, il y a quelques années, ça m'a fait marrer. Il était éclaté de rire à côté de moi. Bon. Ouais, ça c'était marrant. Moi, j'ai un souvenir qu'enfant, ça m'avait plu. J'avoue que j'ai pas lu depuis un moment, mais wow, c'est vrai que c'est pas mal la couverture. Oui, hein. Ouais. Alors, on va parler théâtre quand même avec vous, Ilyas. Vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Ilyas Metioui et je fais principalement du théâtre, un peu de cinéma, tout ça autour, mais j'écris et je mets en scène principalement. J'ai été beaucoup acteur, je joue aussi, mais ce que j'aime le plus, c'est d'écrire et de mettre en scène. Quand tu dis mettre en scène, c'est diriger des acteurs ? C'est ça. C'est créer un cadre et diriger, faire la direction d'acteurs qui permet à des acteurs de jouer. Ouais. C'est vrai que le mot mise en scène ne me plaît pas beaucoup parce que c'est comme si on prenait quelqu'un, on le met sur scène, on dit va là. C'est pas du tout ce que je fais. Ouais. On va expliquer, c'est pas du tout ce que vous faites parce que vous écrivez avec vos acteurs. La pièce dont on va parler maintenant, qui s'appelle Hofstad, ça part même d'un stage de théâtre et vous avez écrit sur mesure avec vos stagiaires, c'est ça ? Donc voilà, en fait, écrire avec, c'est pas tout à fait ça, c'est écrire pour, avec quelques interventions. On parle beaucoup, donc on discute beaucoup avec les équipes et de temps en temps, il y a des phrases qui sont dites, je prends des notes et je les reglisse dans le texte. Mais en fait, moi, j'ai pas une méthode d'écriture, je fais tout ce qui peut fonctionner face à moi, tout ce qui fait sens. Donc j'écris beaucoup avant, pendant, je réécris. Mais surtout, au bout d'un moment, quand je commence à avoir une équipe, là par exemple, j'organisais des rencontres, j'organise souvent des rencontres avec des artistes au sens large, des personnalités, pour voir un peu les dynamiques qui se créent. Et puis quand ça colle, je constitue une équipe et puis j'écris pour eux. Mais du coup, quand je vois des personnes et je me dis, lui, elle pourrait dire ça, il pourrait dire ça. Ça m'aide mais un peu comme, j'imagine, comme toi, c'est plus facile d'écrire parce que tu le connais bien, tu sais ce qu'il pourrait dire. Oui. Quand tu écris, c'est l'ordi ou bien c'est... Moi, c'est l'ordi. Oui. Ouais. Okay. Moi, c'est ordi parce que je change tous les jours d'avis, d'idées, donc je dois retourner en arrière, revenir. Oui. Et j'ai une écriture de médecin sans les études qui vont avec. Alors, on va voir un extrait de ce spectacle qui s'appelle Hofstad. Comme ça, Midam va comprendre de quoi on parle et on en rediscute juste après. Je m'appelle Vigo. C'est moi le plus jeune de l'équipage. J'ai 14 ans, même si on dirait que j'en fais plus, flex. Et c'est mon premier spectacle professionnel. C'est la première fois qu'on me paye. C'est trop flex. Ce qui est pas flex, c'est que je peux pas toucher à l'argent tout de suite. C'est ma mère qui gère mon compte en banque parce que je suis mineur. Mineur, ça veut pas dire que je travaille dans une mine, ça veut juste dire que j'ai moins de 18 ans. C'est vrai qu'il existe des mineurs d'âge qui sont également des mineurs de mine, mais c'est une autre histoire. Quoique, tout est lié. Ça pourrait être moi, c'est ça que je me dis, on est peut-être des cousins. Tu t'égares. Voici Abby, présente-toi un peu. Je suis Abby, quoi. Elle aime bien dire aux gens quand ils s'égarent, c'est Abby, quoi. S'égarer, ça veut dire se perdre. Ça vient du latin populaire, exorere. Placer une chose ou une personne hors de l'endroit où elle est à l'abri. Moi j'aime bien quand je suis à l'abri, c'est précieux ce sentiment de sécurité. Mais j'aime aussi m'égarer de temps en temps. C'est vrai que se garer, c'est pas mal aussi. S'égarer, c'est pas contraire de se garer. Si, j'ai vérifié. Ah bon ? Mon père ne voulait pas que je fasse ce spectacle. Il dit que le théâtre c'est un truc de blanc, il dit que je risque de m'égarer. Mais à la maison, c'est ma mère la capitaine, alors je fais le spectacle.
C'est peut-être parce que ma mère est blanche qu'elle accepte que je fasse du théâtre, je sais pas. Tu t'égares encore? Non, je suis très bien garé. Moi, dans ma famille, on dit pas que le théâtre, c'est un truc de blanc. On dit que c'est un truc de flamand. Enfin, avant, hein. Maintenant, on dit que c'est un truc à moi. En fait, je suis devenu le flamand de ma propre famille. Voici Ayoub. Ma maman, elle a beaucoup d'amour pour moi. C'est pour ça qu'elle m'appelle Ayoub. Parce qu'Ayoub, en rive, ça veut dire je t'aime. Mais ma maman, elle m'appelle souvent Ayoubino. Parce que je suis son préféré. Ça me gêne un peu le favoritisme par rapport à mes frères et sœurs. C'est vrai ça? Non, en vrai, j'aime bien être son préféré. C'est un des flamands de l'équipage. Je suis pas exactement flamand, j'habite à Bruxelles et je suis hyper polyglotte. Français, Netherlands, English, Arabia, Amazir. Avant, ma mère disait que le théâtre, c'était pas pour nous. En plus, tu devrais embrasser des filles. Je crois que c'est ça qui m'a donné envie de commencer le théâtre. Alors, Midam, qu'est-ce que vous percevez de ce petit extrait? C'est un extrait du début du spectacle d'Ilyas Metoui. Bah, ils ont l'air super jeunes et ils ont l'air extrêmement doués et très à l'aise. Je les envie. J'aurais bien aimé avoir autant de charisme. Mais tu sais, moi, quand tu me parles de Hofstad, moi, ça me rappelle la plage artificielle. C'est de ça dont on parle? Ça existe Ouais, toujours, tout à ce fait. truc-là? Oui, ça existe toujours, et c'est exactement ça. Ah, c'est ça? J'avais envie de... Pour moi, Hofstad, quand j'étais gamin, c'était la mer, mais la mer sans C'est les ça. vagues. C'est ça qui est... Ouais, donc, ouais. en fait, le principe du spectacle, c'est que ces gamins, on les amène à Hofstad parce que c'est plus proche, plus rapide, plus économique. Et grâce à leur imaginaire, ils transforment, parce qu'ils ont besoin d'ouverture et d'horizon, ils transforment ce lac artificiel en océan. Ouais, et ils construisent un bateau. Là, c'est le tout début du spectacle qu'on voit, mais c'est tout un chemin où ils construisent un bateau pirate et ils voguent sur l'océan, transformer Hofstad en océan. D'accord, ok. Mais oui, on a tous des souvenirs à Hofstad. Oui, mais moi j'avais des souvenirs, je pense qu'ils avaient mis du sable à un moment artificiel aussi. Ah oui, encore, Mais du hein. sable un peu de construction, quoi. C'était du sable jaune. Ah ouais, Ça, c'était pas terrible. Mais moi, dans ma tête, je veux dire, j'ai eu, dans ma tête d'enfant, c'était la vraie mer. Et puis plus tard, en y allant plus tard, je me dis, waouh, Il vaut dingue, mieux quoi. pas le revoir maintenant, c'est ça. Parce que Ben, il y a des images. Il faut dire comme que ça. Hofstad, c'est vieux aussi, c'est très vieux. Et, Ouais. et quand on regarde les photos d'époque, c'était un peu une cité balnéaire presque. Oui, c'est assez incroyable. Hein. C'était vendu comme ça. Ouais, mais en fait, non, c'est encore pas mal. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut réserver. C'est un peu plus Ah oui, compliqué. Il y a d'accord. beaucoup de victimes du succès. Quoi. Ouais. Mais le sujet de la pièce, c'est pas vraiment Hofstad, Ilyas Metoui. Non, c'est l'adolescence. Et c'est une quête de liberté, une tentative de revivre son adolescence de façon plus saine. Moi, ce projet, il m'a chamboulé. Et là, revoir ces images, ça me frappe parce que j'ai mis longtemps à les rencontrer, ces jeunes. C'est effectivement des jeunes qui ont du talent, mais on a aussi grandi ensemble. Et je dis vraiment on. Je les ai sentis s'épanouir. Et du coup, en fait, on a revécu ces questions de c'est quoi l'adolescence, c'est quoi grandir. Et comment grandir de façon saine, comment ne pas avoir peur de ça. Parce que, en fait, on dit souvent aux enfants, profite maintenant, profite tant que t'es jeune, c'est la meilleure partie de ta vie. Ce qui est un peu une hypocrisie et qui est un truc... En fait, c'est des adultes qui... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, c'est horrible, après, c'est nul. Je veux dire, ils sont à un âge où, justement, ils connaissent pas encore leurs forces, leurs faiblesses, il y a des peurs, on a des boutons sur le visage parfois. On ne sait pas encore et on nous dit c'est la meilleure partie de ta vie, profite. Oui. Mais, Et l'avenir est un énorme point d'interrogation. mais du coup, je trouve que ça veut surtout dire... Qu'est-ce que ça veut dire un adulte qui dit ça? C'est que sa vie n'est pas assez riche ou ne l'intéresse pas. Donc Oui. pour moi, l'idée, c'est de leur proposer un cadre où on leur dit mais en fait, on peut grandir en prenant du plaisir et grandir en gardant deux caps. C'est parce que, pour moi, l'ennemi numéro un, c'est le cynisme. Cette idée qu'on ne peut rien changer dans le monde, qu'il y a plus... Ce qu'on associe au fait d'être réaliste. Alors qu'en fait, être réaliste, c'est pas perdre ses rêves, c'est pas la même chose. On peut voir le monde en face, dans sa réalité profonde, tout en gardant ses rêves et naviguer entre ces deux caps. Parce qu'en fait... Justement, est-ce que c'est réaliste d'abandonner toute action qu'on pourrait avoir sous le monde, toute idée d'utopie ou de champ d'action? Non, c'est du cynisme. Ouais, donc ils ont envie de changer le monde. Je voudrais qu'on s'arrête sur une dimension importante de votre travail, Ilyas. On l'a entendu déjà un petit peu dans ce petit extrait d'introduction. On ne sait pas ce qui est vrai
ou ce qui est faux dans ce que nous disent ces jeunes acteurs? Est-ce qu'ils s'appellent vraiment comme ils prétendent s'appeler? Est-ce qu'ils ont vraiment l'âge qu'ils prétendent nous donner? Est-ce qu'ils ont vraiment l'histoire familiale qu'ils sont en train de nous raconter? Qu'est-ce qui leur appartient? Qu'est-ce qui appartient à votre ordinateur? Ah oui, le vrai du faux à démêler. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est énorme. Il y a beaucoup de fiction, il y a surtout une envie de fiction. Pour moi, l'adolescence, c'est un âge où on s'essaye à des rôles, même dans la vraie vie. Moi, je me souviens, à 14 ans, j'essayais une coiffure avec des pics. Le lendemain, je me rasais le crâne. J'essayais des attitudes, et si je parle comme ça, et j'avais envie de jouer avec ça sur scène. C'est des jeunes qui essayent de choisir leur personnage. Donc, c'était important pour moi de ne pas rester juste dans une écriture de documentaire. Aussi parce qu'il y a un panel très intéressant de réalité sociale aussi chez les jeunes avec qui on travaille. Et j'avais pas envie... Je trouve qu'ils ont le droit de parler de tout, en fait. On a le droit de s'approprier d'autres sujets. Il y a un truc qui, des fois, est dérangeant dans notre monde du théâtre ou du cinéma, c'est qu'on va prendre quelqu'un qui vient d'un quartier populaire, par exemple, et on veut que cette personne nous explique c'est quoi sa vie. Quelque chose de très malsain. En fait, cette personne a le droit d'aborder tous les sujets. Cette personne pourrait monter une tragédie grecque, il n'y a pas de souci, avec son œil à lui ou à elle. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de sortir de l'écriture juste documentaire. On n'est pas là juste pour se raconter soi-même, on est aussi là pour aborder le monde. Ouais. Donc, je ne dirais pas ce qui est vrai ou faux. Ouais, mais c'est un petit peu le jeu dans le spectacle pour le spectateur, c'est de se dire « Ah, tiens, mais là, je suis en train de me faire berner, on est en train de me manipuler. » Il y a un peu de plaisir là-dedans. Ah, c'est délicieux. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on écrit une histoire, ça devient du faux. Si je demande à quelqu'un de raconter sa vie, tout dépend du moment où je vais lui poser la question. La réponse sera toujours différente. Ouais. Se raconter, c'est se fictionnaliser de toute façon. Mais est-ce qu'on a le droit de choisir son rôle? C'est ça ma question. Alors on va aller à la fin de la pièce, on va voir un deuxième extrait. Ma mère, écoutez. On dirait qu'elle veut dire quelque chose. Écoutez. Je crois que j'entends. Elle dit la beauté. On dirait une lettre d'amour. Elle dit utopie, je crois. Oui, elle dit utopie. Sans sourciller, elle le dit. Elle dit vous n'êtes pas seule. Elle dit qu'on est déterminé. Elle dit qu'on n'est pas naïf. Elle dit tirer la barre. C'est vous qui l'avez en main. Elle dit c'est la fin de ce monde. Elle dit c'est la chance de rêver à un autre monde. Elle dit que rien ni personne ne nous épuisera. Ni nous, ni notre capacité à rompre nos chaînes et à chérir nos libertés. Elle dit tout ça? C'est moi qui le dis. C'est nous qui le disons. Tiens, Benoît, attrape. J'ai envie de crier à l'abordage. Crie alors. À l'abordage! À l'abordage! À l'abordage! À l'abordage! Contre la destruction du vivant! À l'abordage! Contre l'ignominie du capitalisme! À l'abordage! Contre les dominations! À l'abordage! Contre l'impérialisme! À l'abordage, le cri d'Ilias Metoui et de ces jeunes acteurs. Il faut préciser, Ilias, c'est un diptyque. Pour ceux qui ont eu la chance de voir Knock, c'est la suite de Knock. Vous aimez bien les espaces balnéaires, visiblement. C'est à voir du 12 au 20 avril au Rideau de Bruxelles. Il y aura même des soirs où un soir, on pourra voir les deux ensemble. Tout à fait. Le samedi soir, je pense que c'est le 20 avril, on présente les deux. Donc, il y a ce spectacle fait partie d'un diptyque, c'est deux spectacles. Le projet s'appelle Écume. Donc, il y a Knock le Zout et Hofstad. C'est deux spectacles qui se répondent. On peut en voir un sans voir l'autre. On peut voir les deux, c'est mieux. Mais on peut aussi en voir aucun. Chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, c'est deux spectacles qui se répondent et qui me tiennent très fort à cœur, évidemment. C'est vraiment... Et j'avais envie on a très peu joué Knock jusqu'ici parce que j'avais très envie qu'on puisse les jouer ensemble. Et donc Knock se joue du 20 au 27. Donc on fait une semaine l'un, une semaine l'autre au Théâtre Le Rideau à Bruxelles. Et il y a un soir où on jouera les deux, qui est un peu le soir... Le climax ou la charnière. Mais ton job là-dessus, par exemple, tu dis aux acteurs... déplace-toi là, non, là tu l'as dit trop vite ou... Aussi, mais c'est vraiment pas l'essentiel. Quand on a... Là, moi, je me dis surtout, si on arrive à mettre un cadre, à parler, à savoir ce qu'on doit faire déjà,
En fait, on a une énergie qui circule, tout le monde sait où aller, ça se met de façon très organique. J'aime bien ce côté organique. Après, oui, clairement, il y a des moments où je dis ça plus à gauche, plus à droite. On parle plus fort, on ne t'entend pas. Mais c'est pas l'essentiel. C'est comme s'il y a l'âme d'une œuvre. Tu es un peu le ciment de la troupe, j'essaie de créer le plus précieux. Oui. Moi, je pense que le plus important dans un spectacle et dans la vie, c'est l'invisible. C'est tout ce qui circule, qui fait que c'est magique. On peut avoir et c'est ça qui est incroyable avec le théâtre. C'est un peu dur à dire des spectateurs, mais chaque soir est différent. Il y a des soirs où c'est magique, il y a des soirs où ça l'est moins. Mais c'est comme la vie, hein. C'est ça. On va souligner qu'il y a quand même une énergie énorme de ces jeunes acteurs. Ils ont entre quel âge et quel âge, Ilias ? Ils ont entre 14 et 19, 20 ans. Ouais. Mais chaque mois, ils sont un peu plus âgés. Hein. Voilà. Et puis il y a un plus âgé qui s'appelle Benoît, qu'on a vu avec un costume de sirène Benoît particulièrement grand acteur. saillant et qui a un rôle qu'on ne va pas détailler, mais il est présent dans le spectacle, il a un rôle un petit peu à part. Ces jeunes, vous allez continuer à les suivre, à travailler avec eux ou l'aventure doit s'arrêter ? Oh, je pense qu'on est parti pour une belle tournée. Là, on a des belles invitations. On est parti, on est invité en Suisse pour jouer en tournée. Ça va être la vie de tournée avec eux. C'est assez génial de leur découvrir avec eux cette vie-là. J'espère le plus longtemps possible. Après, un jour, ils seront certainement trop grands pour continuer ces rôles-là. Et on trouvera peut-être des successeurs si le succès continue comme ça. Voilà. C'est vraiment un spectacle à voir. Ça s'appelle Hofstad. C'est une réflexion sur ce que c'est que la jeunesse, ce que c'est que notre trajectoire de vie, notre désir de changement, parfois notre désir de révolte. Et Ilias Metoui nous donne des raisons de penser qu'on ne doit pas y renoncer dans ce spectacle. J'ai bien résumé, Ilias, je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, aucune, c'est parfait. À l'abordage. Est-ce qu'on vous a donné envie d'y aller, mesdames ? J'y cours. Au Rideau de Bruxelles, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Ok. Mais on s'y voit, j'y serai aussi. D'accord, très bien. Alors, on va accueillir une troisième invitée. On va parler d'autre chose. Est-ce que vous aimez les volcans ? On connaît mal. Hein. Vous connaissez mal oui. les volcans ? Eh bien alors, Caroline Campeners va vous expliquer. Alors, Caroline Campeners, on doit dire que vous avez fait un peu de théâtre, vous aussi ? Oui, tout à fait. Je suis comédienne de formation. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes quoi ? Alors aujourd'hui, je suis toujours comédienne, mais j'ai commencé à faire des expositions visuelles et sonores il y a environ 5 ans, parce que j'avais envie de commencer à traiter des sujets personnels par le son, par des interviews. Du coup, j'ai commencé à me déplacer sur des territoires, des territoires intérieurs ou des territoires... par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller au Groenland, et donc des vrais territoires, des grands territoires. Il y a des volcans au Groenland ? Et au Groenland, non. Non, C'était pour une autre exposition. Mais du coup, j'ai commencé à travailler le son, l'écriture, et toujours à m'associer à d'autres artistes ou d'autres disciplines. Photo, illustration... Voilà, donc on va parler d'une exposition, on va dire ça comme ça, qui va s'installer au Centre culturel Bruegel. Ça s'appelle Chaos ou Chaos. C'est une éruption très précise. Vous pouvez nous la raconter déjà ? Oui, alors c'est l'éruption du volcan Tarogaite. Le Tarogaite, c'est un volcan qui est rentré en éruption le 19 septembre 2021. Et c'est un nouveau volcan. Donc c'est un volcan qui est parti de rien. On est dans les Canaries. Hein. On est dans les Canaries, sur l'île de La Palma, la dernière île, très à l'ouest, la plus à l'ouest. Et donc on est, les Espagnols, ils appellent ça l'ultra-périphérie. Donc au bout du bout, il y a La Palma. Ah oui, c'est encore espagnol. Oui. C'est un territoire voilà, espagnol. C'est un territoire espagnol. Et cette éruption, elle a été prévue très peu de temps à l'avance, donc une semaine avant l'éruption. Les volcanologues ont commencé à enregistrer. La population a été prévenue d'une éventuelle éruption. Donc c'est pas non plus un paysage comme en Islande où il y a l'habitude de se dire ah il y a un volcan, ou bien d'autres endroits dans le monde où on se dit régulièrement, à La Réunion par exemple, le volcan rentre en éruption. Ici c'est un nouveau volcan, donc le paysage, ce paysage, ce cône, ce cratère n'existait pas. Donc le sol s'est ouvert et puis la lave a jailli, et petit à petit, parce que l'éruption a duré 4 mois,
ce cône s'est construit. Et c'est une éruption importante dans le sens où il y a eu énormément de dommages. Il y a eu 3000 maisons ensevelies sous plus de 60 mètres de lave. Ouais. C'est un peu ça votre sujet en fait, Caroline Copeners. C'est raconter ces 4 mois et notamment tout ce que la population locale ou pas, parce qu'il y a aussi des Belges qui ont des maisons aux Canaries, vont vivre avec les moments d'espoir et de désespoir qui vont avec. J'ai eu un coup de cœur pour cette île la première fois que je l'ai rencontrée. Il y a une énergie très particulière sur les terres volcaniques que j'avais déjà ressentie dans d'autres voyages. Et la première nuit que j'ai passée à La Palma, j'ai fait un songe d'un volcan en éruption. Donc j'étais dans la maison de mon meilleur ami et je me suis réveillée à 4h du matin avec des images. J'avais vraiment l'impression d'être rentrée dans un tableau. Et un peu comme des personnages qui peuvent tout à fait rentrer comme ça dans un clic, dans un univers particulier. Et là, j'ai été moi-même projetée dans un volcan en éruption. Et je me suis réveillée en sursaut et j'ai commencé à écrire un poème. J'ai toujours un carnet à côté de moi quand je dors. J'ai commencé à écrire, quoi. C'était vraiment fort. Et puis, j'ai pas très bien dormi. Le lendemain matin, mon meilleur ami m'a dit « T'as bien dormi ?» C'était en février, il faisait chaud aussi à La Palma. Puis j'ai dit « Non, pas du tout, j'ai pas bien dormi. » Je sens vraiment que les énergies sont très fortes ici. Et donc, quand le volcan est rentré en éruption et en plus a pris cette maison où j'ai dormi 3 ans plus tard, ce rêve m'est revenu et de là a commencé le désir d'écrire. Donc, c'est un récit autobiographique, mais aussi fictionnel, parce que comme Ilias, j'aime beaucoup, et comme toi, mêler dans ce que j'écris et dans la dramaturgie que je déploie. Fiction et réalité. Fiction et réalité. Donc la fin du podcast qu'on peut écouter dans l'émission est complètement fictionnelle. Et le début commence par ce rêve et ça termine par un rêve. Donc voilà, c'est le fil narratif. Et on passe par la réalité de ce que les gens ont vécu sur l'île. Donc moi j'ai vécu l'île avant l'éruption. Donc je raconte aussi les légendes, toute la mythologie associée au volcan dans ces îles. Et ailleurs. Et tu racontes aussi avec des photos ou bien c'est uniquement des textes le fil conducteur de l'exposition, c'est un podcast. Okay. Donc le spectateur est invité à télécharger le podcast quand il rentre. Et ça fait le lien entre les gravures, les lithogravures, les photos qui sont dans l'exposition. Donc c'est un projet collectif, il faut expliquer ça. C'est un projet collectif et j'ai aussi travaillé avec des volcanologues et une anthropologue de l'UCL Louvain. Pour donc la partie plus scientifique. Il y a quand même un aspect un peu documentaire. Je vous propose qu'on voit quelques images tirées de cette exposition et un tout petit extrait, 2 petits extraits du podcast. Comme ça va peut-être aider Midam et Ilias Metoui à avoir une idée de ce dont on parle. Une fois atterrie, elle va directement voir le volcan. Elle est abasourdie. Elle pleure. C'est à la fois extrêmement beau et extrêmement triste. Elle est partagée entre le désir de prendre des photos, fascinée, et son respect et son empathie pour ceux qui ont tout perdu. Pablo insiste pour une photo commune. Elle a vraiment du mal à sourire. Les palmeros se rassemblent au bout du port de Tassacorte, admirer le volcan au coucher du soleil. De là, ils peuvent voir les impressionnantes roches de lave rouge atterrir dans la mer dans un grand fracas. C'est très beau. La légèreté revient un peu. Elle entend des rires fusés ici et là. Les paris sont ouverts sur le futur nom qui sera donné au volcan, jusqu'à présent nommé provisoirement Volcan de Cumbre Vieja. Les gens se sont appropriés sa présence. Ils le respectent, lui parlent, lui demandent d'arrêter. Des prières secrètes circulent sur les réseaux sociaux. Volcan, arrête ton chant. On voudrait que la vie reprenne normalement. On est mi-décembre et le volcan est écouté. Il finit par s'essouffler.
25 décembre 2021, il offre son cadeau de Noël. L'éruption est déclarée terminée. Alors, commencer par Midam. Est-ce que vous avez déjà dessiné des volcans, Midam ? Oui, je dessine des volcans en général quand je dois faire une case qui parle de la préhistoire, parce que ça fait partie du décor. Je mets un homme de Cro-Magnon, un bloc Cro-Magnon, un dinosaure et un volcan derrière. C'est tout à fait anachronique, mais ça passe toujours. Dans le podcast, il y a une plage qui s'appelle Mer de Lave, Oui. et que j'ai écrite la première fois que après l'éruption, 6 mois plus tard. Bon, on ne peut pas monter sur la lave, mais j'ai quand même un petit peu escaladé et j'ai été me poser là. Et de là, tu vois une mer de lave et puis tu ne vois plus les maisons, donc c'est vraiment tout noir. Et pour la première fois, j'en parle dans l'exposition, j'ai réalisé que j'étais assise sur 3 milliards de tonnes de pierres qui venaient des entrailles de la Terre. Parce que tu parles des hommes de Cro-Magnon. Il y a quelque chose de primitif. Il y a quelque chose de primitif, voilà. Et je me suis dit, waouh, d'habitude je regarde les étoiles et je me sens tournée. Et là, en fait, c'était à l'inverse. Je me suis dit, waouh, et notre Terre, c'est autant d'années de façonnement. Voilà, parce que tu parles de la préhistoire. Oui. Moi, j'ai été frappé quand j'étais enfant par les livres qui expliquaient la préhistoire. Et bien souvent, il y avait beaucoup de volcans au tout début de l'histoire. Donc, c'est pour ça que oui, primitif et volcan, pour moi, ça va de pair. Ilyas Metoui, comment vous avez réagi à ces images et à ce son ? Je trouve super beau ces photos. Moi, je suis fasciné. Le pouvoir de la nature, destructeur et en même temps qui crée la vie. Un volcan, ça peut créer une terre. Ça recrée et en même temps, ça peut tout détruire. Enfin, c'est magique. Je trouve ça très beau. Et j'ai eu la chance, il y a longtemps, j'étais assistant sur un spectacle et on a joué à Pompéi, à côté de la ville. Et je vous passe les détails, mais j'étais très fatigué. J'ai pas pu faire la visite la journée. Et on a joué le spectacle. Et du coup, le soir, j'ai passé les barrières et j'ai été me promener dans Pompéi. Et très vite, il y a des gardes qui m'ont arrêté en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit, retourne ». Et c'est là que je me suis perdu. J'ai dit « Je connais le chemin, pas de souci ». Et un peu de peur, évidemment, mais surtout, on sent un truc incroyable de cette ville qui est à l'arrêt. Et en plus, j'étais seul, donc je passais entre la peur, l'admiration et Et clairement, on sent quelque chose de cette vie qui s'est arrêtée en un coup. On sent quelque chose de... et puis c'est magnifique. Ouais, ça m'a un peu replongé là-dedans. On parlait de l'invisible parce que je vous écoutais en attendant de passer. On a beaucoup parlé d'invisible aussi dans l'imperceptible, dans ce que vous disiez. Et je trouve que le volcan, ça ramène beaucoup ça aussi. Il y a cette présence dans la matière, mais il y a aussi toute cette énergie que tu parles dans Pompéi, où il y a quelque chose qui... de l'ordre de l'indicible, mais qu'on ressent viscéralement. Donc c'est intéressant. Petite explication peut-être, Caroline Campaner, sur ce qu'on a vu. Il y a des photos, il y a des gravures, des dessins. Qui est avec vous dans cette exposition et comment les travaux des uns et des autres se répondent-ils? Alors, le tout début de ce projet, c'est une rencontre avec Mathilde Dujardin, qui est illustratrice. On voit ses pastels ici. Dans l'exposition, il y a également des gravures et des lithos. C'est une artiste qui aime beaucoup s'imprégner, qui voyage énormément et qui est venue à La Palma avant l'éruption. Donc, ce qu'on voit, ce sont des pastels qu'elle a fait avant l'éruption. Et quand l'éruption a commencé, elle qui avait déjà beaucoup voyagé dans des territoires volcaniques, elle a eu très très envie directement. Elle m'a appelée en disant « ça serait super qu'on fasse quelque chose ensemble ». Et j'ai aussi très très rapidement rencontré l'anthropologue Julie Hermès de l'UCL Louvain, avec elle je lui parlais de la catastrophe, un peu de ce que j'avais commencé à écrire en rencontrant les habitants. J'avais des personnes âgées qui venaient me chuchoter à l'oreille qu'elles voyaient aussi le volcan en rêve et qu'elles savaient que c'était pas terminé parce que les volcanologues ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Et donc au début on s'est dit ça va durer 10 jours et puis au bout de 10 jours 20 jours et puis 1 mois et puis 2 mois et puis il y a des photos aussi.
Pardon ? Et puis il y a des photos aussi. Et puis il y a les photos. Et donc du coup, j'ai rencontré l'anthropologue. On a rendu une bourse recherche-création à l'université de Louvain. Donc c'est des bourses qui relient un artiste à un scientifique. Et rapidement, j'ai aussi rencontré Arturo Rodriguez, qui est photographe pour le National Geographic, qui est lui palméro. Et avec qui on a directement accroché, et je lui ai demandé d'également faire partie de l'aventure. Palmero, habitant de Palma, c'est ça ? Habitant de l'île de La Palma. Bon, il voyage beaucoup, il n'habite plus à La Palma, mais lui, il avait été contacté directement au début de l'éruption par le National Geographic pour qu'il couvre toute l'éruption. Et puis il y a tout le travail, évidemment, de création sonore que vous avez réalisé. C'est un petit documentaire sonore, quand même, voilà, que vous avez fait. Et ça, c'est avec Margaret Herman et Fabien Lezeur, artistes avec lesquels j'avais déjà travaillé précédemment pour mon autre exposition, et qui pratiquent le field recording. Donc moi, j'arrive toujours avec beaucoup de matière sonore récoltée sur place. Et Margaret, c'est une excellente musicienne, et Fabien, un excellent monteur et créateur sonore. Et on tord chaque fois les sons que je leur amène et qui viennent s'intégrer dans la narration que j'écris. C'est à voir au Centre culturel Bruegel. Ce sera du 5 au 20 avril. Ça s'appelle Chaos, voyage géopoétique en terre volcanique. On a parlé de la frontière mince entre la réalité, la fiction qu'on entend dans le travail de Caroline Campaners, qu'on entend dans le travail d'Ilias Pétouy. La question que j'ai envie de poser pour terminer à Midam, c'est de ces deux grandes séries que sont Game Over et Kid Paddle, laquelle est la plus proche de la réalité, du monde réel ? Game Over, c'est un petit peu c'est tragique parce que c'est un peu à l'image de la vie, c'est-à-dire que on sait très bien comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. On sait comment ça va se terminer, mais on n'a pas le détail. On sait qu'on va y laisser notre peau, mais on ne sait pas sous quelle forme. Donc là, je trouve que c'est un peu une allégorie de la vie. Mais Kid Paddle est une série réaliste. Beaucoup de personnes me disent « Oui, Kid Paddle, c'est les monstres dans le couloir, etc. » Mais il n'y a pas de monstres. Ils rêvent qu'il y a des monstres. Mais dans la réalité, quand il y a un monstre, c'est parce qu'ils l'imaginent. Donc, je fais très attention à ce qu'il n'y ait pas de fiction qui rentre dans le réel. Pour pouvoir... parce que les enfants sont comme ça. Ils sont ancrés dans la réalité. Et il y a un travail d'imagination. Mais oui, bon, je pense que finalement, le plus réaliste, c'est certainement Kid Paddle. Bon, on va vous inviter à ne pas être trop réaliste et en tout cas à avoir du plaisir. Il y a donc les 3 ouvrages autour de Midam qui sortent à l'occasion des 30 ans de Kid Paddle. Il y a donc la pièce Hofstad et la pièce Knock qui sont à voir au Rideau de Bruxelles avec Ilias Mitoui. En ce qui concerne Hofstad, c'est à partir du 12 avril et ce sera jusqu'au 20. Puis il y aura Knock dans la foulée. Et puis du 15 au 20 avril, il y a cette exposition Chaos au Centre culturel Bruegel avec Caroline Coppet. Du 5 avril. Du 5 avril, pardon, à partir du 5 avril. Le Centre culturel Bruegel, c'est rue des Renards, juste à côté de la place du jeu de balle. Ok. Voilà, en plein centre de Bruxelles, dans le quartier des Marolles. Ah, parfait. Voilà, merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. On va écouter une poète maintenant. Elle s'appelle Tatiana Jerkens et elle va nous proposer un texte qui s'appelle Incandescence. Et je dévore les lèvres des histoires interdites. Je transgresse les lois des vivants. Je lèche la plaie béante des nuits sacrilèges, la pierre aiguë du silence, l'écorce noire du désir. Je m'offre, ouverte et primitive, au feu du langage, sans compromis, violente, brutale, heureuse au premier coup de griffe, au sang jailli,
à la salive du rêve, dans le sexe blanc des étoiles. Je te dirai la bouche d'épines de mes seins, mordue par le désir, la rondeur exquise d'un frisson, comme d'un sous-bois éreinté de soleil, la renarde aux aguets, la biche ombrée des cuisses, le chant qui trille au ventre des chasses matinales. Je te dirai la langue érectile des orages, le feulement des fièvres sauvages, la harde nue et bondissante de mon corps gémissant à cambrer sans relâche, à user, déflorer, décaper, rompre de ces digues, rompre d'un seul cri. Et la pluie impatiente de mes lèvres la verse comme chant de lutte de toutes mes lèvres. J'aimerais être un homme pour boire une femme jusqu'à la déchirure, l'ensoleiller de mon désir fou, la déterrer de ses pudeurs insolentes, vendanger le sauvage de ses chairs écloses et me noyer dans son incandescence silencieuse. J'aimerais être un homme pour aimer une femme à la mesure de son infini. Incandescence, donc un texte de Tatiana Jerkens, un texte qu'on peut retrouver dans ce recueil de poèmes qui s'appelle donc Incandescence et qui est paru aux éditions Bleu d'encre. Et puis il y a un second recueil de poèmes de Tatiana qui sort ces jours-ci, ça s'appelle Sorcière et c'est cette fois-ci édité aux éditions du Chant de Gênes. Tatiana Jerkens qu'on pourra également apprécier en lecture. Ce sera le 21 avril au Théâtre du Bisou Anderlecht et le 28 avril à la Ferme Rose à Uccle notamment. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.